Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, nous sommes ce soir présents pour la dernière réunion publique concernant le PLU. Nous allons donc voir les orientations d'aménagement et de programmation, un aperçu du zonage et un aperçu du règlement. Je vais donc laisser la parole à Adèle du cabinet Altereo pour faire cette présentation. Bonjour à tous, je suis Adèle Chedriandé du bureau d'études Altereo qui accompagnons la commune de Clermont-Sac sur la finalisation du plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, comme vous a dit Monsieur le maire, on va vous parler des orientations d'aménagement et de programmation qui sont en fait des sites de projet, on les appelle OAP, du zonage et du règlement. Mais en premier lieu, on va revenir un peu sur les étapes de l'élaboration du PLU, qui commence donc avec un diagnostic et un état initial de l'environnement qui vous a été présenté lors de la dernière réunion publique. Et en deuxième étape, il y a l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui fixe les grandes orientations, mais qui n'est pas un document réglementaire, et que nous vous avons également présenté lors de la dernière réunion publique. L'étape suivante, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est donc la troisième phase, qui est la traduction réglementaire des orientations et des objectifs qui ont été développés dans le PADD. Il y a trois documents, en fait, enfin 2 tomes, les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation, c'est des schémas et des orientations sur des sites choisis, et elle s'impose aux autorisations d'urbanisme sous le régime de la compatibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un règlement conforme. On doit avoir présenté un projet qui correspond à ces orientations-là et qui est compatible avec celles-là. Le zonage et le règlement, là, on rentre dans la phase réglementaire plus dure où ce zonage et ce règlement s'imposent sous le régime de la conformité aux autorisations d'urbanisme. C'est donc ces 3 choses-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Une fois que le dossier PLU sera finalisé, la commune procédera à ce qu'on appelle l'arrêt du projet du PLU, donc c'est la prochaine étape, qui sera donc votée en conseil municipal. Mais l'arrêt du projet du PLU, ce n'est pas tout à fait la fin, puisqu'il reste encore 2 étapes importantes. La consultation des personnes publiques associées, donc il y a une liste de personnes publiques associées, la DDT, les communes voisines, l'ADREAL, la Chambre d'agriculture et d'autres institutions qui vont rendre un avis sur le projet arrêté de la commune. Et durant cette phase, la commune va faire des choix en fonction des avis qui sont donnés, de prendre en compte certaines choses, certaines évolutions, de faire évoluer le projet ou non, en fonction des avis qui sont donnés. Et on va procéder un peu de la même manière avec les habitants dans une phase d'enquête publique. Durant cette phase, ce sera la première fois que vous aurez accès à l'ensemble du dossier complet, du règlement rédigé, du zonage, du règlement des OAP, du rapport de présentation du PADD, et où les habitants, pendant un mois, sont invités à venir s'exprimer sur ce projet. Il y aura un commissaire enquêteur pour répondre à vos questions. Et de la même manière qu'avec les personnes publiques associées, à l'issue de l'enquête publique, la commune peut décider de prendre en compte certaines demandes ou non. Et tout ceci est nécessaire avant d'arriver à la dernière étape, qui est l'approbation du projet de PLU, à partir duquel le PLU peut être appliqué. Voilà pour le calendrier. Donc aujourd'hui, on se concentre donc sur les orientations d'aménagement et de programmation et le zonage et le règlement. Mais en tout premier lieu, je vais vous faire un petit rappel du cadre réglementaire qui nous a contraints pour la définition du PADD, mais qui a encore un impact sur les orientations d'aménagement et de programmation et le zonage et le règlement. Donc le contexte réglementaire, c'est un ensemble de lois depuis la loi SRE, Grenelle et Allure,
qui fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre l'étalement urbain et de densification des tissus existants. L'autre contexte particulier, c'est que la commune de Clarensac était dotée d'un document d'urbanisme qui s'appelait le POS, le plan d'occupation des sols, qui est aujourd'hui caduc, qui ne s'applique plus sur la commune depuis mars 2017. Ça aussi, c'est une disposition qui a été prévue dans le cadre d'une loi nationale. Et donc aujourd'hui, la commune ne dispose plus de documents d'urbanisme local, mais elle est soumise au règlement national d'urbanisme qui fixe des règles générales. Et donc c'est la DDT globalement qui instruit les permis de construire en fonction de ce règlement national d'urbanisme. On a un autre contexte à prendre en compte, plus local, donc c'est le SCOT, le schéma de cohérence et d'orientation territoriale, et le programme local de l'habitat qu'on appelle PLH, qui sont établis sur des périmètres, donc le PLH à l'échelle de Nîmes Métropole, le SCOT un peu plus grand que Nîmes Métropole, et qui fixent des objectifs chiffrés qu'on est obligé de prendre en compte dans le PLU. Le SCOT nous impose notamment une consommation d'espace maximale, qui est d'environ de 4,7 hectares pour la commune de Clarensac. Ça veut dire que cette enveloppe-là, on peut l'utiliser, mais on ne peut pas aller au-delà. Sinon, on est incompatible avec le SCOT et le PLU n'est pas valable. Il en propose aussi une densité minimale qui est de 25 logements par hectare pour les secteurs d'extension et une croissance démographique autour de 1%. Le PLH il fixe des objectifs plus précis en matière de construction de logements. Donc dans le cadre de Clarensac, il a défini un objectif d'environ 35 logements par an à construire, dont 19 logements sociaux. Voilà pour le rappel des règles. Je vais passer donc ensuite aux OAP. Vous avez pu les voir et vous pourrez retourner les voir sur les panneaux d'affichage au fond de la salle. Donc on a 3 OAP avec 2 sites qui sont en densification, c'est-à-dire qu'ils sont au sein des tissus déjà urbanisés. Ils seront dans des zones urbaines. Ils sont donc constructibles à court terme. Ils ont été sélectionnés parce que ce sont des terrains non construits de surface importante au sein de l'enveloppe urbaine. Et donc, c'est pour pouvoir maîtriser un peu les potentiels projets qu'il pourrait y avoir sur ces sites-là. Pour rappel, il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire de vendre ou de réaliser ce projet-là. C'est simplement si des constructions doivent se faire sur ces terrains-là, si un promoteur veut acheter ces terrains-là, il devra se conformer aux orientations qui ont été définies. On a une 3e OAP, l'OAP du Moulon, qui est composée de 3 secteurs. En extension, c'est-à-dire sur des terrains qui actuellement ne sont pas urbanisés et qui sont en effet zonés en zone 1 AU, donc à urbaniser, mais dans un premier temps fermés à l'urbanisation. C'est-à-dire que ces terrains-là sont prévus pour une urbanisation future à plus long terme, qui est conditionnée par une mise à niveau des équipements, notamment en termes d'assainissement, et par une modification ou une révision du PLU qui peut être fait de façon plus rapide, une procédure plus courte que ce que l'on a dû faire pour arriver à l'élaboration du PLU. Voilà. Donc la première OAP, qui s'appelle Indivision Viala, du nom du terrain sur laquelle elle s'implante. Il y a un objectif de construire environ 25 logements sur ce terrain avec une mixité de typologie, c'est-à-dire des logements collectifs, mais aussi des logements individuels. On a défini un gradient de hauteur de manière à ce que les bâtiments les plus hauts s'implantent dans la partie basse du site, c'est-à-dire au sud, et une hauteur plus fortement limitée en haut du site, de manière à préserver les constructions voisines qui sont très proches.
de cette urbanisation. On a également une orientation des toitures qui est demandée de manière à s'accorder aussi avec les autres constructions alentours. Donc là, dans la continuité des constructions existantes, un sens du faîtage qui est orienté de cette manière-là, pour faire un effet rue sur la voie. Les abords de cette voie devront être également aménagés de manière qualitative, avec suffisamment de place pour circuler à pied, et de la végétation. Comme autre disposition, on a la préservation des arbres qui sont situés au sud de la parcelle, ce sont des oliviers et des chênes. On a la préservation des vues sur les massifs, c'est-à-dire que quand on se situe sur l'espace public, l'urbanisation devra être orientée de telle manière à ce que la vue est préservée sur le massif au nord de la commune. Voilà, c'est à peu près tout. Sur chacun des sites de projet, on a intégré un objectif de gestion des eaux pluviales intégré de manière à ne pas dégrader les infiltrations, qu'elles puissent se faire sur le site et pas impacter les terrains aux alentours. Voilà. Pour la seconde OAP, donc celle-ci est beaucoup plus proche du centre. Elle est presque accolée à la circulade, bien qu'elle ne donne pas sur celle-ci et qu'on y accède par des voies secondaires. Là encore, on a un objectif de gradient de hauteur qui s'explique par la pente du site, avec encore une fois les bâtiments les plus bas plutôt en haut du site et une possibilité de monter un peu plus haut en bas du site. Il y a également pour ce projet-là, en raison des problématiques connues au niveau du foncier, une possibilité de le faire en plusieurs phases et surtout de ne faire qu'une seule phase si nécessaire, c'est-à-dire que la partie sud peut être aménagée de façon totalement indépendante. On a également des bosquets d'arbres et des haies et des arbres hautes tiges qui ont été identifiés comme devant être préservés. Là encore, les eaux pluviales vont être gérées de façon exemplaire, puisque c'est un véritable enjeu pour la commune. Notre troisième OAP donc, se situe au nord de la commune. Cette OAP est beaucoup moins détaillée que les deux précédentes puisqu'elle est non opérationnelle, c'est-à-dire que demain, quand le PLU sera approuvé, le projet ne pourra pas se réaliser de suite. Il va d'abord falloir le préciser et modifier le PLU pour l'intégrer. Donc on reste sur des orientations qui sont très générales. Donc le volume de logements qui est espéré, c'est environ 90 logements, avec une règle de 1/3 de locatif social, 1/3 d'accession, 1/3 de privé classique, de manière à répondre aux objectifs fixés par le PLH notamment. Donc ça, c'est sur les deux secteurs que vous voyez en beige, qui sont donc dédiés principalement à l'habitat. Et on a un troisième secteur qui, lui, est une réserve pour l'extension de la zone d'équipement, de manière à pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs de la population en matière d'équipement public. On a au cœur, au centre des deux secteurs dédiés au logement, une zone qui est identifiée avec des enjeux assez importants en matière d'inondation, mais aussi de biodiversité, qui est identifiée pour être aménagée en tant qu'espace naturel périurbain, avec des aménagements légers, dont les habitants pourront profiter, tout en restant peu impactant vis-à-vis de la faune et de la flore présente sur le site. Voilà pour les 3 OAP. Donc nous allons voir ensuite le projet de zonage et de règlement, qui est également exposé au fond de la salle sur un panneau. Vous avez pu déjà regarder, je pense. Donc, je vais vous exposer dans un premier temps la structure du règlement que vous trouverez en totalité lors de l'enquête publique dans quelques mois. Il est assez différent du plan du poste si vous avez déjà vu, si vous avez déjà parcouru le règlement du poste, parce qu'il est basé sur les nouvelles règles du Code de l'urbanisme qui datent de 2016.
ces nouvelles règles. Donc on a une structure avec, bon, dans le poste c'était la même chose, d'abord des dispositions générales qui s'appliquent à l'ensemble du territoire, ensuite des règlements de zone et ensuite éventuellement des annexes. C'est dans la structure des règlements de zone qu'on a un plan qui est un peu différent, avec une première section qui traite des destinations des constructions, de l'usage des sols et des natures d'activités qui sont autorisées ou interdites ou soumises à conditions. Une deuxième section qui traite plutôt des caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères. Et une troisième section sur les équipements et les réseaux, plus techniques. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas la totalité du règlement parce que ce serait beaucoup trop long. On va se concentrer sur les différences qu'il y a entre les différentes zones qui ont été délimitées, et donc surtout sur les règlements de zone, les destinations et les caractéristiques architecturales, principalement. En termes de destination, là encore, ça a changé par rapport au poste, par rapport au code de l'urbanisme qui était en vigueur à l'époque. Et donc, on se retrouve avec 5 destinations et 20 sous-destinations qui sont définies de façon réglementaire, et toutes les constructions ou aménagements sont présumés pouvoir entrer dans l'une de ces catégories-là. Donc les 5 grandes destinations, c'est l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, commerce et activités de services, équipements d'intérêt collectif et services publics, et autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Au sein de ces 5 destinations, on a des nuances, des catégories que l'on peut faire. Mais on doit se baser sur ces catégories-là pour réglementer. On ne peut pas inventer d'autres destinations. Chaque chose doit pouvoir entrer dans une case. Il y a aussi des notions nouvelles, ou pas. L'emprise au sol qu'on utilise dans le règlement. Donc c'est la projection verticale d'une construction sur le terrain. Les terrasses et les piscines constituent également de l'emprise au sol. C'est ce qu'on utilise maintenant dans les règlements à la place de ce qui était utilisé avant, qui était le COS, le coefficient d'occupation du sol, qui n'existe plus. On a également un nouvel outil, un autre coefficient qui est le coefficient de pleine terre. Donc c'est le rapport entre la surface non artificialisée et la surface du terrain d'assiette. Donc on va rentrer dans un premier lieu dans les zones urbaines de la commune. On a tout d'abord au centre historique, la zone dans laquelle nous trouvons actuellement, une zone UA qui dispose aussi d'un sous-secteur UAA qui correspond à un projet en cours de réalisation avec une densité proche de celle qui existe dans le centre historique, mais qui n'est pas historique puisqu'elle est en train de se faire. Les objectifs de cette zone, c'est donc de conserver l'aspect historique et patrimonial du centre et de conserver la densité et les formes architecturales actuelles, existantes. En matière de destination autorisée ou non dans la zone, on a évidemment pas d'exploitation agricole ou forestière. Les habitations et les hébergements sont autorisés. On va avoir la plupart des commerces et activités de services qui sont autorisés à l'exception des commerces de gros. Oui, vous voyez bien les couleurs à l'écran. Et des conditions qui sont mises, notamment des conditions de surface et des conditions de nuisance, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est artisanat et commerce de détail, la condition, c'est que l'activité artisanale ne produise pas une nuisance incompatible avec la vocation d'habitat de la zone. On n'est pas sur une zone artisanale, ce seront simplement des petits artisans non nuisants qui pourront s'installer. Et une limite de surface, puisque ce que l'on veut voir apparaître dans ce centre ancien, c'est plutôt des petits commerces et des petites choses, et pas des... On a de toute façon peu d'espace pour prévoir des projets conséquents. Les équipements publics sont évidemment autorisés, ainsi que les bureaux. Au niveau des autres règles du règlement dans cette zone-là,
Donc on a un principe de continuité des façades, c'est-à-dire que, comme vous pouvez l'observer dans notre zone, les bâtiments sont plutôt accolés les uns aux autres et alignés sur la voie ou en retrait, mais dans tous les cas alignés. Donc c'est ce principe-là qu'on veut préserver pour garder l'esprit et l'ambiance du centre. On n'a pas réglementé l'emprise au sol maximale, c'est la seule zone dans laquelle elle n'est pas réglementée, parce qu'en fait on est sur un secteur déjà très dense et on observe des parcelles qui sont déjà actuellement quasiment entièrement occupées par un terrain, par un bâtiment. Donc on reste sur la même chose que l'existant. On impose cependant un coefficient pleine terre, donc c'est-à-dire un espace qui devra rester non aménagé et non imperméabilisé, qui est de 10%, mais qui s'applique uniquement pour les parcelles de plus de 200 mètres carrés. La hauteur des bâtiments est limitée donc à la hauteur du bâtiment adjacent le plus élevé, sans pouvoir dépasser 10 mètres. Les toits plats sont interdits pour préserver le caractère de la zone. On a ensuite une zone beaucoup plus vaste, qui est donc la zone résidentielle de Clarensac, qui... Je crois que j'ai plus de batterie. 1, 2, 3. Tout va bien, ça marche. Donc cette zone-là, on observe une dominante pavillonnaire en termes de forme, et puis des opérations ponctuelles. Allô ? Oui. Et des opérations ponctuelles un peu plus denses, donc de logement collectif. L'objectif, il y a, excusez-moi, aussi un sous-secteur UCS où sont identifiés des projets. Sont identifiés des secteurs sur lesquels des projets un peu plus denses pourront voir le jour. Les objectifs de cette zone, c'est donc une densification qui est raisonnée et maîtrisée de l'espace urbain et la préservation du cadre de vie. Pour l'instant, ça marche. Donc dans cette zone UC comme dans la zone UA, les exploitations agricoles... On va essayer de changer. On va changer. On peut continuer peut-être comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Donc dans cette zone, comme dans la zone UA, les exploitations agricoles et forestières ne sont pas autorisées, les habitations sont autorisées et un certain nombre d'activités et de commerces compatibles avec l'habitat sont également autorisés. Là, on est sur des formes urbaines qui sont différentes du centre urbain très dense. Et donc, l'implantation des bâtiments se fera en accord avec l'existence, c'est-à-dire avec un principe général de recul par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives. Pour les limites séparatives, qui est un cas qui nous a beaucoup occupés parce qu'on sait que ça peut créer des problèmes sur la commune, la règle qui a été retenue est une règle avec deux critères qui sont cumulatifs. D'une part, la nouvelle construction, si une construction est projetée, devra s'implanter à au moins 4 mètres de cette limite séparative. Et par ailleurs, elle devra observer une distance par rapport aux constructions existantes sur la parcelle voisine qui est au moins égale à sa hauteur. Ça permet de réglementer cette distance. Pour un bâtiment qui serait particulièrement haut, il devrait s'implanter encore plus loin, voilà, pour éviter les problématiques de vis-à-vis notamment. Dans cette zone, on est donc sur une zone largement moins dense que le centre-ville. Donc la règle générale, elle est au maximum 35% de la surface de la parcelle pour l'emprise au sol des bâtiments. Mais on a des exceptions. On a des exceptions pour les constructions jumelées, pour le collectif ou pour les opérations d'ensemble avec des formes mixtes, dans lesquelles on peut monter jusqu'à 45% d'emprise au sol. Dans les secteurs UCS, qui sont donc des petits secteurs restreints et identifiés pour des opérations un peu plus denses,
On attend des formes urbaines mixtes sur ces secteurs-là et une emprise en sol qui peut aller jusqu'à 60%. C'est un maximum. Les coefficients de pleine terre sont déduits un petit peu en fait, de ces emprises au sol maximales, puisque en fonction de l'emprise au sol maximale qu'on a définie, on peut estimer quel terrain va pouvoir rester réellement libre une fois qu'on aura enlevé tout ce qui est nécessaire à l'aménagement des accès et des stationnements. Donc on aura 45% de pleine terre en règle générale, 35% pour les constructions jumelées, le collectif et les formes mixtes, et 20% en UCS. La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage, donc faîtage c'est le point le plus haut du toit. Les toits plats dans cette zone-là sont autorisés, mais seulement à condition d'être végétalisés. On a ensuite une zone UE, donc c'est une zone qui est vouée à accueillir des activités économiques. L'objectif dans le PLU, ça a été pour cette zone de réaffirmer sa vocation à accueillir des activités économiques, puisqu'on en trouve trop peu actuellement dans cette zone. Donc en logique avec cet objectif-là, c'est principalement des activités qui sont autorisées. On prend en compte le fait que des logements sont existants actuellement dans la zone, mais on n'autorise pas de nouveaux logements ni l'extension de ces logements-là. C'est-à-dire que la seule chose qui sera autorisée pour ces logements, c'est d'évoluer au sein du volume existant. Là encore, on est sur des formes de bâtis qui s'implantent plutôt en retrait vis-à-vis des voies publiques et vis-à-vis des limites séparatives. On a des règles qui sont un peu semblables à celles de la zone UC. L'emprise au sol maximale qui est autorisée, elle est de 60% et on demande 10% de l'unité foncière qui doit rester en pleine terre. La hauteur maximale, elle est de 10 mètres au faîtage pour ces bâtiments-là et les toits plats sont autorisés. Au niveau du pôle d'équipement, donc là on est sur la zone du collège, de l'école et des stades. L'objectif de cette zone qui s'appelle donc UP, c'est de répondre aux besoins en équipement public de la population actuelle et future avec l'extension qui est prévue, que l'on a déjà un peu vue mais où on reviendra, de la zone 1 à UP, qui devrait avoir un règlement lorsqu'elle sera ouverte à l'urbanisation semblable à celle de la zone UP. Donc c'est une zone qui est clairement destinée à n'accueillir que des équipements d'intérêt collectif et de service public. C'est donc cette destination-là qui est autorisée. L'implantation est plus souple parce qu'on est sur des équipements d'envergure qui ne répondent pas aux mêmes règles que les bâtiments d'habitation, sauf à proximité des constructions dédiées à l'habitation, c'est-à-dire qu'on a mis des règles quand même de recul au niveau des zones, je peux vous montrer sur le plan, qui jouxtent la zone UC en fait, qui est une zone habitée. Dans le reste de la zone, c'est plutôt libre. On a quand même un objectif de garder 10% de l'unité foncière en pleine terre. Et la hauteur maximale, là, elle est de 15 mètres au faîtage ou à l'acroterre. L'acroterre, c'est le point le plus haut d'un toit plat. On a une dernière zone qui, elle, est située loin en fait, du village et des autres zones urbaines. C'est la zone US qui correspond à la station d'épuration. Je vous ai mis le fond aérien pour que vous puissiez voir les cuves qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas sur le cadastre. Donc l'objectif de cette zone, c'est de préserver et de permettre l'évolution de l'équipement. Donc tout est interdit, sauf les locaux techniques et industriels qui sont liés à la station d'épuration, pour permettre son évolution si besoin. Le règlement, là, est un peu un mixte entre celui de la zone agricole et celui de la zone urbaine, parce qu'on se situe quand même dans un secteur à dominante naturelle. Donc les règles qui sont édictées vont dans le sens de l'intégration paysagère du site, la préservation de la végétation et l'utilisation de matériaux pour les revêtements qui sont totalement perméables, de manière à permettre les infiltrations. Parce qu'on est également dans une zone avec des problématiques d'inondation.
Donc les zones urbanisées, ça correspond à l'OAP du Moulon que je vous ai déjà présenté. Elles ont des formes un peu étranges, peut-être, parce qu'en fait, elles découlent directement des contraintes que sont le risque inondation que vous avez à gauche. Ça, c'est la carte du PPRI. Il faut savoir que dans les zones rouges, on ne peut rien construire. Donc ces secteurs ont été délimités en dehors de ces zones rouges, évidemment. Et par ailleurs, dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLU, il y avait la nécessité de étudier précisément sur 4 saisons les enjeux faunistiques du secteur. Donc il y a un bureau spécialisé qui s'appelle MTDA qui a effectué ces expertises et donc qui a défini 3000 niveaux d'enjeux qui va de faible à moyen à fort. C'est une autre contrainte puisque les zones d'enjeux forts, elles sont à éviter absolument pour éviter les impacts sur la biodiversité. C'est pour cela que l'on a un secteur qui s'implante ici et un autre qui a une forme comme ça, un peu avec 2 excroissances, pour éviter une zone qui a été identifiée avec un enjeu écologique très fort. Voilà, donc pour rappel, elles sont identifiées comme à urbaniser, mais elles ne sont pas réglementées, c'est-à-dire que il n'y a pas de constructions qui sont autorisées actuellement dans ces zones-là, puisqu'il faudra modifier le PLU et donc avoir un projet plus concret pour les ouvrir à l'urbanisation. On va passer donc ensuite aux zones agricoles, qui concernent une large part de la commune, donc le sud de la commune. On a 2 secteurs différents. On a les zones A simples, qui sont donc destinées à l'accueil d'activités agricoles et aux constructions qui sont liées et nécessaires à ces activités agricoles, et des secteurs AI, dans lesquels, qui sont voués à l'exploitation agricole également, mais dans lesquels de nouvelles constructions ne sont pas souhaitées. Ce sont des secteurs inconstructibles, en raison notamment des enjeux paysagers. Donc dans la zone agricole, rien n'est autorisé sans condition. Tout est donc soumis à condition. Ce qui est autorisé, ce sont évidemment les exploitations agricoles, les habitations avec certaines limites qu'on va détailler et les équipements d'intérêt public. Donc, quand on parle de construction et installation nécessaires à l'exploitation agricole, c'est bien ce qui est autorisé en premier lieu dans la zone agricole. On fixe un certain nombre de conditions. Il faut que ce soit nécessaire à l'exploitation agricole ou au stockage ou à l'entretien du matériel agricole. On a une deuxième condition qui est issue du SCOT, en réalité, qui est que l'implantation de construction ou de l'aménagement soit favorise la pérennité de la biodiversité sur la plaine de l'Avonage, puisque le SCOT a identifié un enjeu très fort de biodiversité, soit n'entraîne pas d'incidence significative sur cette biodiversité. Les bâtiments techniques agricoles doivent former un ensemble compact et intégré au paysage. Et il est autorisé l'habitation de l'exploitant agricole uniquement lorsqu'il y a démonstration de la nécessité d'une présence permanente sur le site. Globalement, c'est la Chambre d'agriculture qui va estimer cette question de nécessité, et globalement, c'est pour l'élevage principalement que la construction d'une habitation sera autorisée. Il y a ensuite des limites de surface qui sont fixées pour ces habitations, donc 120 mètres carrés en surface de plancher. SDP, c'est la surface de plancher. Et des limites également pour ce qui concerne les annexes à l'habitation de l'exploitant. Donc une emprise au sol maximale de 30 mètres carrés pour les annexes, et celles-ci doivent être accolées au bâtiment principal. Pour les piscines, on a une limite à 50 mètres carrés, et celles-ci doivent s'implanter dans un rayon de 20 mètres autour de l'habitation. L'objectif, c'est toujours de garder un ensemble qui soit compact et qui ne s'éparpille pas trop.
Ce qui est également autorisé, c'est la reconstruction des bergeries existantes à l'identique et pour un usage agricole. On a ensuite une deuxième chose qui est autorisée, en dehors du secteur, tout cela c'est en dehors du secteur AI, qui est donc protégé des nouvelles constructions. Donc dans la zone agricole, il y a des habitations existantes. Ils ne sont pas forcément liées à une exploitation. Et pour ces habitations existantes, des extensions restreintes sont autorisées. Donc déjà, pour avoir le droit à une extension, il faut que l'habitation soit supérieure à 75 mètres carrés à la date d'approbation du PLU. Ça, c'est pour éviter que de tout petits restes de bâtiments s'étendent de façon trop importante. Il faut que ce soit réellement une habitation avec une taille suffisante et habitée. L'extension doit être réalisée en une seule fois et sans création de logements supplémentaires. Il ne s'agit pas de rajouter de nouveaux logements. La surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante ne doit pas représenter plus de 30%. Ensuite, on a des limites qui sont en grisé, en fait, qui sont exactement les mêmes limites que pour l'habitation de l'exploitant agricole. C'est-à-dire que la surface maximale de l'habitation est la même, de même que celle des annexes et l'implantation qui est imposée pour les annexes. Dans cette zone-là, on s'implante plutôt en retrait des voies et des limites séparatives. La hauteur est plus basse, elle est de 6 mètres, donc ce qui correspond à un R+1 au maximum pour les habitations. Elle peut monter plus haut à 9 mètres pour les bâtiments techniques agricoles, puisqu'on a parfois des besoins particuliers. Quelque chose qui a été ajouté au règlement, notamment suite à l'intervention du bureau d'études qui réalise l'évaluation environnementale du PLU, donc qui favorise, ce sont des dispositions qui prennent en compte les enjeux très forts qu'on a sur la commune et qui favorisent donc la pérennité de la biodiversité. C'est l'implantation de clôtures perméables. Alors, vous le savez déjà, aux écoulements pluviaux, ça, de toute façon, ça ne change pas. Et en second lieu, au passage de la petite faune. Et avec des éclairages qui limitent aussi les impacts sur la faune, donc plutôt dirigés vers le sol. Ces règles-là, il faut savoir qu'on les a également intégrées dans la plupart des zones urbaines. On a ensuite la zone naturelle, donc qui concerne en grande partie, principalement le nord de la commune, donc le massif de Garrigue que l'on trouve au nord de la commune, mais également la petite zone dont je vous ai déjà parlé entre les deux secteurs d'extension, et également une zone au sud de la commune. Ces deux zones NP-là correspondent donc à des secteurs naturels périurbains dans lesquels des aménagements sont prévus pour des loisirs en plein air, des aménagements qui restent légers et qui n'entachent pas le caractère naturel de la zone. On a également un sous-secteur NE au centre du massif qui correspond au parc photovoltaïque existant. En zone N, comme en zone agricole, rien n'est autorisé sans condition. C'est à peu près les mêmes destinations qu'en zone agricole, sauf que là, on a également l'exploitation forestière qui est autorisée. Et pour ce qui concerne l'exploitation agricole, ce qui est autorisé, c'est uniquement l'extension des exploitations agricoles existantes, mais pas de nouvelles constructions agricoles dans cette zone qui a un caractère plutôt naturel. La condition générale pour toutes les destinations, c'est de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ça, c'est le code de l'urbanisme qui le définit comme une condition à toute construction en zone naturelle. Comme en zone agricole, les habitations existantes peuvent s'étendre et selon exactement les mêmes limites qu'en zone agricole. En zone NE, toutes les destinations sont interdites, en gros, sauf les équipements qui sont liés à la centrale photovoltaïque. Et en zone NP, la seule chose qui sera autorisée, ce seront donc des aménagements légers de loisirs en plein air, conformément à l'objectif. On est sur des règles, encore une fois, très semblables à la zone agricole.
agricole. Donc avec des implantations plutôt en retrait des voies et des limites séparatives, une hauteur limitée au R+1 pour les habitations et à 9 mètres pour les bâtiments techniques et agricoles ou forestiers. Les dispositions pour la circulation de la petite faune et la limitation des impacts lumineux sur cette faune sont les mêmes qu'en zone agricole. Agricole. Donc là, on a balayé un peu l'ensemble des zones et des règlements de zone du PLU. Il faut savoir qu'à ces zones s'ajoutent des dispositions complémentaires qui vont apparaître également au zonage. Ce sont notamment les emplacements réservés, donc qui sont en cours de définition pour la réalisation d'équipements publics ou de voies. Il y a par exemple une voie douce qui est prévue entre Clarensac et Saint-Côme. Des éléments qui sont protégés pour des motifs écologiques. Alors, ceux-ci sont déjà définis et apparaissent sur le plan de zonage qui est affiché. Ce sont des haies, des cours d'eau, des espaces verts qui sont délimités et qui sont protégés, qu'on ne peut pas détruire. Et ils sont importants pour la biodiversité, mais également pour le cadre de vie quand ils concernent la zone habitée, la zone urbaine. On a également des éléments protégés pour des motifs culturels, historiques et architecturaux. Donc là, il y a la liste qui a été établie avec la commission urbanisme et nous sommes en train de les localiser sur le plan de zonage. Ils n'apparaissent pas encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous allons vous laisser la parole si vous avez des questions. Vous nous avez présenté un planning, un début de séance qui nous dit les étapes qui vont arriver jusqu'à la finalisation du PLU. Vous avez appelé ça un calendrier et vous avez fait votre force de présenter un calendrier sans date. Oui, alors je peux vous les donner, les dates. Oui. Bien sûr, nous avons les dates. Nous avons les dates. Je reviens donc sur ma frise. La phase 3, c'est aujourd'hui, donc mi-octobre. L'arrêt projet, il est prévu pour la fin d'année, en décembre. Et ensuite, entre l'arrêt et l'approbation du PLU, on a globalement 6 mois. Et ce délai-là, il est totalement inconstructible et incompressible, et indépendamment de la volonté de la commune, puisque on envoie le projet au PPA, ils ont 2 mois pour rendre leur avis. Au bout de 2 mois, nous, on a 1 mois pour l'analyser, décider ce qu'on prend en compte ou non. Ensuite, l'enquête publique, elle dure 1 mois. Il y a ensuite un autre mois qui est laissé au commissaire enquêteur pour qu'il rédige son rapport. Et un dernier mois à la commune pour statuer sur les demandes et décider de les prendre en compte ou non. Donc finalement, 6 mois, c'est le plus court qu'on peut faire entre l'arrêt et l'approbation. Donc si tout va bien, tout est terminé au mois de juin, juillet de l'année prochaine. Je vous rappelle que le début de ce PLU, les premières approches ont été faites en 2012. Au niveau de l'enquête publique, on saura la date à peu près quand? Vous serez prévenu au moins 1 mois avant, puisque une fois qu'on aura fini la consultation avec les personnes publiques associées, on lance les mesures de publicité pour l'enquête publique. On sera prévenu comment? Alors, il y a Les publications dans le journal. il y a un certain nombre de publications officielles qui sont à faire, ensuite la commune. Oui, donc il y a des publications officielles qui sont faites dans des journaux comme Midi Libre et d'autres journaux officiels. Et puis également, donc ici, par la
communication de la commune par des affichages, par la communication sur les différents sites de la commune. Voilà. Oui, mais on fera une grande publicité sur le déroulement de cette enquête publique. Voilà, alors si on voit que ça ne suffit pas, bien on quitte à boiter dans les boîtes aux lettres pour vous prévenir, c'est aussi une solution. Et si on n'invite pas à faire un sac, C'est le site internet de la commune qui tient au courant tous les habitants et tous les gens qui habitent la France ou le monde entier. il y a eu déjà une enquête publique il y a quelques années à l'ancienne municipalité, personne n'était au courant, personne. Non, mais là, on fera une grande publicité. Maintenant, il est vrai que celui qui habite le Kazakhstan, par exemple, dans une yourte, il n'aura peut-être pas forcément l'information. Mais nous ferons une grande publicité sur ce. Parce que Nîmes, c'est pas le Kazakhstan. Non, et Nîmes, il y a Midi Libre. Après, il y a un cadre réglementaire des publications officielles. Voilà, et nous respecterons ce cadre réglementaire et nous en ferons un peu plus sur le cadre local. Voilà. Est-ce qu'en laissant les coordonnées en mairie, on peut nous informer aussi C'est une possibilité, mais faites-le à l'approche à l'approche de la date des réunions publiques. Si vous nous donnez maintenant le document. Non, mais pas vous donner maintenant, mais voilà. à l'approche. Non, mais vous pouvez. On ne la sait pas, vous pouvez. Vous aurez la possibilité d'interroger chaque fois que vous le désirerez les services municipaux pour savoir la date, pour savoir si on sait la date. Il n'y a aucun problème, on vous répondra dans l'affirmative dès qu'on le saura. Approximativement sur une tranche de date, ça va être à peu près quand sur 1 ou 2 mois. Théoriquement, c'est au mois d'avril. Mois d'avril. J'ai pas retenu l'auteur maximum sur la division Viala. Alors, la division Viala, en fait, elle est en zone UCS. C'est vrai que c'était pas plus. On est sur 9 mètres au flétage, c'est R+2. Oui, bonsoir, je revenais pour la question du monsieur, c'est au niveau de l'enquête publique, c'est des personnes qui vont démarcher à domicile, c'est ça? Non. Ça sera comment? Ça sera sur papier qu'on recevra dans les boîtes aux lettres, c'est par courrier postaux, ou est-ce que c'est sur votre site internet où on pourra répondre à cette enquête? Alors, les conditions de l'enquête publique sont en pleine évolution et maintenant, il y aura à la fois un volet matériel où vous pourrez venir écrire sur un dossier en mairie et à la fois un volet immatériel, donc soit une boîte mail, soit un site internet. Ce sera à définir avec le commissaire enquêteur qui est là pour accompagner la commune dans cette démarche. J'ai l'intérêt, mais je ne sais pas exactement en quelle zone il se situe. Moi, je peux savoir. Aujourd'hui ou plus tard? Il faudrait venir me voir. Prenez contact avec moi là ce soir et je vous réponds demain matin. D'accord. Ce qu'on peut rappeler sur l'extension du village, c'est qu'au début du PLU, nous avions la possibilité de faire des extensions jusqu'à 14 hectares et demi en 2012. Et puis progressivement, en fait, les différentes lois et du SCOT et de l'évolution du SCOT, nous n'avons été autorisés qu'à envisager, je dis bien, pas 7 ans, à envisager des extensions maximum jusqu'à 4 hectares et demi. Donc c'est pas beaucoup. Hein. En fait, l'enveloppe actuelle, c'est l'enveloppe du POS d'avant. C'est à peu de choses près la même enveloppe que le POS, à quelques exceptions près. Voilà. L'État ayant considéré que nous avions assez de dents creuses, de superficie de terrain non construite à l'intérieur de la commune pour faire l'évolution de la population dans un premier temps. Voilà. Donc,
l'évolution qui est prévue, on peut pas prévoir une extension au niveau supplémentaire. Et dans quelle durée de temps on peut prévoir d'autres extensions au niveau des constructions? En fait, une commune peut initier une modification de son PLU, je ne vais pas dire quand elle le veut, mais en fonction de ses besoins. Simplement, ça ne peut être autorisé que pour des besoins très justifiés, et ça ne peut pas être fait pour tout simplement mettre la parcelle d'une personne en zone habitable. Voilà, c'est impossible. Il faut bien considérer que maintenant, les gens qui ne sont pas dans la zone à urbaniser auront très peu de possibilités, voire pas de possibilités, d'avoir leur terrain en zone à urbaniser. Il faut se faire à cette idée-là. Tant que les lois actuelles sont en vigueur, et donc on ne sait pas. On ne sait pas si le gouvernement, dans 20 ans, ne dira pas écoutez, vous pouvez construire n'importe où, ce qui m'étonnerait. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est quand même la municipalité qui décide des zones qu'elles ont à construire ou pas. Parce que bon, on ne va pas en venir à ce qui s'est passé dans les municipalités précédentes où on a construit dans des zones inondables en bas de Clarensac, en bas de Caverac, parce que c'était, on va être franc, on va parler franc, parce que les gens qui étaient en place à la mairie à cette époque-là, c'était leur terrain, ils les ont fait passer constructibles. Non mais là maintenant, c'est l'objectif collectif qui est visé, c'est-à-dire que si on veut demander une extension du PLU, il faut qu'on justifie le fait qu'on n'ait plus de terre disponible à l'intérieur de la zone, ce qui n'est pas le cas actuellement, pour l'État en tout cas. Et puis ensuite, il faut que ce soit d'un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on soit dans la nécessité d'agrandir pour la construction de logements, de projets d'extension vraiment nécessaires. Mais ça voudrait dire qu'on ne remplit plus les conditions de la croissance démographique qui doit se stabiliser. Et avec les objectifs de croissance démographique à 1%, il sera très difficile de valider l'extension des zones. Il y a déjà 4 hectares et demi qui sont voués à cette extension, qui sont voués à cette extension. Il y a 4 hectares et demi. Ces 4 hectares et demi ne seront pas ouverts d'ici la fin du mandat, dites-le-vous bien, donc d'ici 6 ans en gros, et ça sera peut-être la municipalité suivante ou l'autre qui aménagera ces zones. Donc il y a quand même peu de possibilités à l'heure actuelle que les zones s'agrandissent. Et en tout état de cause, elles sont situées... Et en tout état de cause, elles sont situées au nord du village. Justement, les zones qui sont au nord du village sont quand même moins inondables, touchent tout ça, que des zones qui sont construites sur la périphérie ou sur le sud du village, qui sont complètement inondables. Je veux dire, moi je suis petit-fils d'agriculteur ici, je sais je connais la plaine, je connais tout, j'ai déjà vu inonder, il y a des choses qui sont un peu aberrantes quand même. Donc c'est bien pour ça que vous avez vu que les futures extensions sont toutes au nord du village. Ouais, fait au nord, sur les côtés. Au nord, nord-est, oui. Non, mais le village, monsieur, c'est cassé, inondable. Ah, il y a des parties, oui, parce que je suis à 80 mètres d'altitude. Oui. Je suis zone inondable. Effectivement, la zone inondable, les zones inondables, on va vous marquer, effectivement, elles viennent toutes de la montagne, les zones inondables. Hein. L'inondabilité du village, elle vient du nord du village, elle vient du plateau, voilà. Ce sont toutes les zones rouges. Oui, en fait, au nord du village, vous avez des couloirs inondables le long des cours d'eau, tandis qu'au sud de la commune, c'est un aplat rouge, là où on n'a pas l'ensemble, je vous l'avais montré la dernière fois, du PPRI, c'est-à-dire qu'au nord de la commune, tout est rouge, et au sud de la commune, tout est rouge, et au nord, on a des corridors, des couloirs le long des cours d'eau, qui sont effectivement en zone inondable. Les cours d'eau, ils y sont. Oui. Moi, je suis au milieu.
Les cours d'eau, ils sont maintenant à 200 ou 300 mètres de moins. Mais les cours d'eau sont bouchés. Ça, c'est bien bon de faire des trucs comme vous voulez faire, ça, c'est très bien. Mais alors, pourquoi ne nettoie pas les cours d'eau, les fossés? Vous avez le Tal, il est bouché à moitié. Quand il y a le bout de notre pluie, c'est pas la peine de faire des bassins de rétention, ça ne s'il te plaît. Ça passe par-dessus. Est-ce que vous avez remarqué quand même que pendant 3 semaines, il y a eu des fossés qui ont été nettoyés? Ah oui, mais ça c'est le faux-cardage. Le faux-cardage, ça coupe les petites herbes comme ça, elles sont là, au premier orage, elles vont boucher tous les fossés et les buissons. Alors ça, vous voyez, pas me prendre ça. Hein. Vous voyez, vous ne le saviez pas. Si. Et voilà. Et c'est très bien ce que vous avez fait. Ah, c'est très bien. Ah, merci. C'est très bien. Mais il faudrait la suite. Dans quelques jours, prendre une allumette, vous voulez toutes ces pailles, ce serait merveilleux. L'herbe verte repousse, et on n'aura plus de problème. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Vous savez également, bien sûr, que l'entretien des fossés, ce n'est pas du ressort de la commune, mais de oui, ça va, je connais la commune. Oui, ça va partir au propriétaire, mais... La réglementation, si vous voulez, l'entretien du fossé, c'est ni métropole, avec les propriétaires qui sont associés à ça. D'accord. Je veux dire que la commune, lorsque nous avons pris en charge la fonction, nous avons été alertés par des gens comme vous, qui nous ont dit les fossés ne sont pas entretenus. La première chose que nous avons fait, on a alerté une métropole qui effectivement ont constaté et sont venus. Bon, il y a eu une première démarche. Elle n'est certainement pas efficace pour l'instant à 100%, c'est certain, mais il y a eu un grand pas de fait là-dessus. Hein. Je voulais quand même le préciser. Effectivement, vous avez raison, il y a encore du travail à faire. Ni une métropole plus les finances de la commune, puisque nous avons rajouté 4 500 € pour pouvoir étendre les travaux dans une grande partie des fossés. Maintenant, il y a autre chose que je vous tiens à vous parler, à vous dire. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous avez entendu dire, quand un gars achète une parcelle, qu'en dessus, c'est agricole. Lui, il est content de voir sa villa, mais le pauvre gars qui est dessus à l'agricole, quand il aboie la nuit, le soir, à 9h, il vous pète parce que ça la réveille. Quand il passe le retour à tort, ça fait de la poussière, il n'est pas content. Quand on ménage la nuit, on est obligé de ménager la nuit, il fait au voleur. Et puis, si par malheur vous traitez comme ce qui est derrière moi, j'ai une terre d'olivier, moi, au chemin des Chasselas. Elle a 20 ans, 25 ans, c'est moi qui l'ai plantée. J'ai jamais eu le problème. Et bien, cette année, il y a un gars qui est venu, qui m'a coupé des branches de mes oliviers. Elles sont encore par terre. Les gendarmes sont venus, Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi? Parce que je me suis renseigné, c'est un écolo qui a trouvé que je traitais les oliviers et que je dois mettre des machines pour les mouches, les bouteilles. Les bouteilles, c'est bon pour le gars qui a un olivier dans sa maison. Non, pas, parce que la bouteille, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Alors, si c'est à savoir, tu mets une chose avec un produit pour attirer, ça attire les mâles. Oui. Bon, et c'est la femelle qui pond. Donc, vous comptez combien de mouches dans la bouteille, et vous savez si vous avez un bol plus important. S'il vous plaît, on va continuer sur le sujet. On a bien pris. Vous en pensez? Parce que cette parcelle, moi, elle est à 250 mètres des premières d'habitation, et on vient me trouver redire parce que je traite et je fais du bruit. Et je ne dois pas traiter. Pourquoi? Si vous voulez, je traite avec des produits qui sont homologués, et les produits que j'emploie, on n'en met pas plus que ce qu'il faut. Hein, parce qu'on oublie que ça coûte. Je vous garantis qu'on n'en met pas plus. Hein. Mais on ne pourra rien faire, que ce soit la commune, la police, la gendarmerie ou autre, contre l'imbécilité humaine. Ah oui, voilà. Moi non plus. Donc, on ne va pas mettre un policier municipal derrière chaque motte de terre pour surveiller ce que vous appelez l'écolo. Je me suis renseigné partout. Voilà. On m'a dit, je sais quelqu'un comme ça. Voilà. Bon, il y a un nettoyant aux choses dont je vais vous parler. Vous avez interdit, arrêter les toits plats. Là, c'est merveilleux. Mais pas partout, pas partout. Pas partout. Ah, alors, allez, et pourquoi?
Parce que dans certaines constructions, les toits plats participent à la rétention, à la rétention d'eau, mais effectivement, dans les quartiers comme le centre-ville et autres, nous avons interdit les toits plats. Dans le centre-ville, il n'y a pas de toit plat. C'est pour ça qu'on a interdit les nouvelles constructions avec des toits plats. C'est abominable, puisque ce n'est pas dans le quartier, c'est pas dans le milieu de la France qu'on fait des toits plats. Tout à fait. Bon, alors, vous ferez des toits plats avec de la végétation dessus. Au bout de 10 ans, il n'y aura plus de végétation, mais les toits, ils resteront. Eh bien oui, pourquoi en plus mettre de la végétation? Ça ne marchera pas, ça. Hein. Je connais les gars, hein. Malheureusement, j'ai de l'expérience. Et je suis trop vieux. Et moi, je vous dis, c'est pour mes années. Hein. Oui, oui. Quelqu'un d'autre? Question? D'où vient votre choix de Viala et de Moulon? Ah, voilà. Le choix est un bien grand mot. L'indivision Viala. Alors Viala, c'est parce que la mairie, dans les deux cas, c'est la mairie précédente qui ont fait les choix, parce que vous pensez bien qu'avant de définir un secteur, il faut des enquêtes, entre autres faunistiques et qui durent plus d'un an. Donc ces enquêtes, elles ont été faites en 2018 en réalité. Donc ces choix-là, le choix du moulon était déjà fait, et de ces zones étaient déjà faites avant, en 2018. Bien. Donc là, c'est un choix politique de l'équipe précédente. Concernant le terrain des Sœurs Viala, dénommé terrain des Sœurs Viala, ce terrain avait été également par la municipalité précédente réservé en quelque sorte, préempté, on peut dire, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas le mot, mais réservé pour faire donc la construction d'un EHPAD ou d'une maison de retraite. Simplement, cette construction ne pouvait pas rentrer dans le cadre de l'ARS, qui avait un plan quinquennal de construction de maisons de retraite, entre autres, ou d'EHPAD. Et donc, cette terre est restée préemptée par la commune et mise à la vente donc en OAP, enfin mis à la vente réservée en OAP. C'est un terrain qui était disponible, qui avait été de toute façon vu. En fait, à l'intérieur du village, les territoires qui ont été repérés, comme les OAP qu'il y a actuellement, c'est fait par une photographie aérienne. Elles étaient dans l'enveloppe et elles étaient non construites. Donc en fait, on nous a demandé de les réserver et d'utiliser ces terrains non construits, ces grandes superficies non construites, pour prévoir des projets de construction. Donc si on prend le cas de Douran, qui est construit sur la gauche, sur la droite et devant, je ne comprends pas tout. Alors, Douran avait été mis en zone à action différée, en ZAD, dans les années 2012-2013, prévu en ZAD, donc c'était ce secteur qui devait être construit en priorité s'il y avait eu une extension suffisante. Bien, là encore, la municipalité précédente a choisi des OAP plus vers l'est du village, et là aussi, ce sont des choix politiques. Voilà. Et les investigations et les investigations faune-flore ont été faites sur ces zones-là plus à l'est. C'est-à-dire que sur Douran, il n'y a pas eu d'investigation faune-flore, et donc tant que de telles investigations ne sont pas faites, on ne peut pas le passer en zone en OAP ou prévoir quelque chose. Mais on est entièrement d'accord avec vous là-dessus, sur ce sujet. C'est un casse-pied. On construira derrière bientôt. C'est ça, sur ce sujet, je suis absolument d'accord avec là, vous. C'est vrai que c'est un peu une aberration. C'est ça, c'est ça. Il y a une aberration des mairies, des municipalités précédentes, je sais pourquoi. Donc après ces choix-là sont arrêtés depuis déjà depuis au moins un an et demi. Hein, voilà. Et c'est
avec l'autre municipalité, on n'a jamais réussi à. Non, l'enquête. Pas sur le PLU. C'était pas sur le PLU, mais c'était sur la 7e révision du plan d'occupation des sols, qui permettait la construction des villas sur le terrain de tennis, au-dessus des terrains de tennis, et qui supprimait des terrains réservés en dessous du cimetière. Voilà, c'est la 7e modification du PLU qui a eu lieu en 2016. Du POS, pardon. Après, quand il y aura l'enquête publique, est-ce qu'on pourra avoir un rendez-vous avec le commissaire? Pendant l'enquête publique, oui, il est là pour ça d'ailleurs. Il aura des permanences. Il aura des permanences ici à la mairie, ou à un lieu qu'on définira. Oui. Une question au niveau de la station d'épuration, vous avez centralisé un espace pour pouvoir agrandir les équivalents habitants, enfin agrandir la station pour pouvoir accueillir plus d'équivalents habitants, c'est ça? Au niveau de la station d'épuration, et encore une fois, c'est la question qui va suivre. Ensuite, est-ce qu'il y a un projet d'agrandissement, parce que la commune va agrandir, ou est-ce que la station est à même à accueillir tous ces futurs équivalents habitants? Actuellement, la station d'épuration de Clarensac est saturée. Donc, mais il n'y a pas de projet d'extension sur Clarensac de cette station d'épuration. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il n'y a rien d'officiel encore, mais une nouvelle station d'épuration va être construite pour toute l'Avonage, dans un délai relativement proche, je pense. Par Nîmes Métropole, et qui récupérera effectivement Caverac, Clarensac, Langlade, Saint-Lio, et ainsi de suite, Nage et compagnie, peut-être pas Nage, mais oui, Saint-Dionisy, oui. Saint-Dionisy. Non, enfin, ça sera dimensionné, me semble-t-il, pour 21 000 personnes. Voilà, mais on ne peut pas, pour l'instant, rien n'est défini en fait par Nîmes Métropole. Nous, élus, on est au courant de peu de choses en fait à ce moment-là, mais c'est pas la station de Clarensac disparaîtra. Normalement. Et pour l'instant, elle peut toujours recevoir, mais dans des conditions qui ne sont pas à l'heure actuelle satisfaisantes. Voilà. Et en plus, elle est dans une zone inondable, ce qui n'arrange pas les choses. Et ce qui justifie aussi que nos zones à urbaniser soient fermées à l'urbanisation dans un premier temps. Pour phaser l'évolution de la population en accord avec l'évolution des équipements. Qu'est-ce que vous appelez la zone nord de Clarensac? Vous la définissez comment? C'est la zone géographique nord qui va en gros aller, on va dire, c'est matérialisé par une amende en fait. C'est le bas du village, donc qui est en zone constructible, et le chemin de Carrière Vieille qui passe au-dessus. Donc entre ces deux voilà. C'est en fait, vous voyez voilà, c'est ça. C'est cette zone-là. Voilà. Théoriquement, c'est cette zone qui est la moins inondable, qui est plus saine. Théoriquement. En partie. C'est la zone qui part de la Grande Rue, en fait. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas étendu cette... D'abord, je vous l'ai expliqué tout à l'heure que ce n'est pas nous qui avons étendu les zones. Voilà. Il avait été prévu de 2012 à 2014 cette extension-là, effectivement. Donc la Douran, sur Douran. Ouais, c'est ça, c'est plein nord, pratiquement. C'est en face au cimetière, en quelque sorte, si vous voulez. Un peu au-dessus, et jusqu'au chemin de Carrière Vieille. Voilà. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait après par une autre municipalité. Bon, voilà. Parce que la logique actuelle, vu les conditions climatiques,
serait les maisons déjà construites actuellement, ça aurait été d'étendre cette zone. Mais on est bien de votre avis, et même malheureusement, nous n'avons pas été, quand nous étions dans l'opposition majoritaire, pour maintenir cette zone de Douran, et nous le regrettons. Alors si vous voulez, je vais reposer la question, est-ce que cette zone qui est logique pour une construction future peut passer dans les années à venir constructible? S'il y a une zone potentiellement agrandissable, cette zone en fait partie parce qu'effectivement elle rentre dans les caractéristiques, dans certaines caractéristiques pour la commune, sauf que cette zone n'a pas été auscultée en quelque sorte par les différentes administrations qui doivent savoir s'il n'y a pas des animaux ou une faune exceptionnelle et nous rendant cette zone inconstructible. Voilà. Oui, mais d'accord, oui. Mais à l'heure actuelle, oui. Mais ça s'est arrêté au niveau du poste. Après, c'est l'exclusion Gala qui a basculé. C'est l'exclusion Gala est en face. Il y a un peu des choses à dire. Non, le cimetière, il est au. Je vois pas le centre de 45 qui est au cimetière. Est-ce que c'est parce que vous avez un impératif dans le temps que vous sortez ce PLU là maintenant? On a l'impression, on la va-vite. Je suis, comme j'entends dire depuis tout à l'heure, je suis très étonné effectivement que vous cautionnez des décisions de la municipalité d'avant. Moi j'ai suivi tous les conseils municipaux, M. Contact avait participé à l'élaboration avec l'équipe basée de la zone de Douran pendant tout le mandat précédent, à regretter cette extension côté Coulomb. Alors, je suis étonné justement que maintenant vous disiez non, mais c'est la municipalité d'avant qui a pris la décision. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un impératif qui vous oblige à sortir ce PLU maintenant et à cautionner ce que je suis sûr que vous n'appréciez pas du tout comme implantation? Et en plus, cette implantation, s'il y a une explication, si c'est simplement parce qu'elle est à côté du collège, parce qu'elle est desservie par une petite route, cette route entre Clarensac et Condérac est dangereuse, il n'y a pas trop de grande route, et elle est le plus éloignée du centre du village, et les petits commerces et la boulangerie. Est-ce que c'est parce qu'elle est près du collège? Alors, à titre personnel, oui, je regrette le choix qui a été fait de cette zone, de ne pas avoir pris la ZAD de Douran, et avec effectivement Jean Contat dans l'opposition, nous avons, lors de la rédaction du PADD, tout le temps regretté effectivement qu'on n'ait pas construit sur cette zone. Oui, nous sommes pressés de terminer. Ce PLU a débuté en 2012. Je ne vous dirai pas de tête la somme qui a été, à l'heure actuelle, dépensée pour les différents cabinets d'études et études. Ça, c'est la deuxième raison. On ne peut pas continuer à dépenser de l'argent indéfiniment. Refaire un zonage nous demanderait maintenant encore 2-3 ans, certainement, avant d'aboutir à un nouveau PLU, puisqu'il y a déjà au moins 1 an d'études faunistiques et florales des différentes nouvelles zones, dont la ZAD de Douran, qui n'a pas été... Ils vont pas prendre quand même 1 ou 2 ans non, de plus oui. pour faire n'importe quoi? Non, enfin, je ne pense pas que ce soit n'importe quoi pour l'instant, mais... et la troisième chose, c'est que tant qu'on n'a pas passé le PLU, nous sommes dans un système, donc, de réglementation de construction qui est le RNU, le régime national d'urbanisme, et qui est très permissif, et qui permet aux gens de construire pratiquement n'importe quoi sans qu'on puisse dire, nous, notre avis, puisque c'est la DDTM à l'heure actuelle qui instruit les dossiers. Et donc, dès l'adoption du PLU, c'est nous qui instruirons nos dossiers. Si Métropole ne nous a pas pris la main.
écoutez, moi, vous me posez la question, je réponds très franchement. Hein, voilà. C'est quand même étonnant, pendant 6 ans, de avoir entendu critiquer cette nouvelle implantation, puis d'arriver quelques mois après, de dire voilà, ça va très bien, on peut faire. Je suis pas en mesure, financièrement, nous ne sommes pas, la commune n'est pas en mesure financièrement, d'engloutir des dizaines de milliers d'euros supplémentaires pour donner de nouvelles missions à d'autres cabinets ou aux cabinets existants, en lui disant, voilà, et puis nous sommes effectivement, hein, que ce soit la préfecture, que ce soit la DDTM par rapport à la préfecture et autres, nous poussent effectivement à terminer ce dossier qui n'a que trop duré, hein, 8 ans ça fera 9 ans pour faire un PLU. Je vous donnerai le bilan financier, je le publierai, hein, une fois qu'il sera terminé, je vous dirai combien ça a coûté à la commune et vous verrez que ça fera pas rire. Et donc, voilà. Et non, effectivement, hein, nous avons plusieurs impératifs qui nous poussent, effectivement, alors je ne vais pas dire à avaler des couleurs, hein, mais à continuer ce qui a été voté. Le PADD avait été, au mois de février, débattu par la municipalité précédente. Après, il existe des règles de continuité républicaine où on ne peut pas revenir sur des textes qui ont déjà été votés ou alors engager des procédures extraordinaires. Bon, voilà, on se doit maintenant de se terminer le plus rapidement possible de ce PLU. Oui, effectivement, c'est sous l'effet, nous sommes pressés de terminer, j'en conviens. Eh bien, si vous voulez, on va conclure sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. La partie non construite de l'impasse d'épée, j'avais pu comprendre qu'elle serait constructible, je n'en vois pas. Où ça? La partie, ouais. La partie non construite de l'impasse d'épée, j'avais pu comprendre qu'elle serait constructible, je n'en vois pas. C'est laquelle? Si, elle est là. Elle est, Effectivement, hein, dans ce PLU, il y a eu quelques rectifications de manière à ne pas avoir des zones trop tordues et autres. Et effectivement, il y a une partie de l'impasse des Pins, oui. C'est cette zone-là, ici, là, qui a été rectifiée, qui a été mise constructible sur très peu de superficie. L'impasse est là. Là, vous avez la route de Saint-Côme. Et là, la passe des Pins. Ok, d'accord. Voilà, donc on a tiré un trait tout droit de manière à ne pas avoir une zone toute biscornue. Voilà, il y a quelques cas comme ça, mais très peu en fait, qu'on a pu rectifier. Mais le problème, c'est que toute rectification rentre dans le volume d'extension de la commune. Et donc on a dû faire ça de manière chirurgicale, de manière à pas obérer les futures zones de construction. Pour une dernière question, si j'ai bien compris, une fois que le PLU sera défini, il n'y aura plus d'évolution durant X années. C'est ça. Donc même si on a, c'est sûr, j'ai entendu ce que vous avez dit, vous ne pouvez pas faire du cas par cas, mais si on a un projet personnel, il faut dire, et qu'on est dans la logique du normalement aurait dû être, puisque c'était dans les plans de la mairie de 2012-2014, ça ne rentrera pas. Et si on vous amène un projet sur une zone bien définie, c'est pas pour. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer? Je ne sais pas où ils sont au terrain ou pas. Je l'ignore. Ils sont dans les camps. Dans les camps. Oui, mais ça, c'est en fait, si la population croît d'une manière si la population croît d'une manière trop importante et qu'effectivement nous n'avons pas assez de réserve foncière et que l'État nous dit vous devez construire malgré tout, ben là, ça fera peut-être l'objet d'une modification du PLU et d'un agrandissement. Et comme je vous l'ai dit, ces agrandissements pourront se faire de toute façon que vers ces zones-là. On n'a pas d'autres possibilités d'agrandir. Après ce qui s'est passé, le confinement qui se passe actuellement, effectivement, moi-même j'habite en ville, en appartement, j'aimerais, si je pouvais, récupérer, comme pas mal de gens
que la demande actuellement des gens qui habitent en ville, ce serait d'avoir des terrains, même faire des grandes parcelles, des choses qui peuvent correspondre à certaines personnes sans surcharger le village, ça peut, voilà, d'étendre la zone constructive intelligemment, ça peut se faire aussi. Alors en tout cas, dans ce mandat, ça ne se fera pas. Voilà, je vous le dis de suite. Je comprends. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Bien, on va clôturer sur ces propos. Non, attendez, monsieur. Ah, pardon. Il y a une histoire. Le griffe, le jet d'eau. Oui. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Qu'est-ce que. Je veux savoir. Nous avons un projet de le réhabiliter à très court terme. À très court terme. Attendez, les lions qui étaient là-haut. Les lions réapparaîtront. Parce que si vous attendez, ça coûtera très cher, ça. Hein. De refaire le village que vous étiez. Moi, je remets ça dessus. Parce que où que vous alliez, dans les sites historiques, vous avez une statue qui manque pas, qui manque là, ils sont mais oui. Il y a pas qui disent ça. Oui. Parce que ce qu'on me dit tout là, ils y seront. Ça fait 3 générations de non, mais. Hein. Mais. Ouais. Voilà. Écoutez. Hein? Voilà. Voilà. Je vous dis que ce sera refait prochainement. Voilà. Donc merci de votre attention et puis rendez-vous peut-être pendant la réunion, l'enquête publique. Merci.